Ce séminaire porte donc le nom de la Louisiane de 1655 jusqu'à cette heure et sera composé de 4 différentes séances. Donc on commence aujourd'hui avec l'histoire, donc je le disais, l'histoire de la créolophonie et de la francophonie louisianaise, avec donc pour modérateur Joseph Dunn et parmi nos panélistes Clint Bruce, Nathan Rabelais et Lawson Ota que vous voyez dès maintenant à l'écran. Mais nous ne nous arrêterons pas là puisque nous nous donnons rendez-vous tous les mercredis du mois de mai, donc dès la semaine prochaine, le 12 mai, avec Amanda Lafleur et Herbert Wills pour parler des langues. De la même façon, les langues avec un S, les langues dans leur diversité, la créolophonie, la francophonie, enfin la langue française et le créole, mais aussi dans leurs différents usages. Ensuite, le 19 mai, nous poursuivrons avec les thématiques autour de la culture et des cultures, en invitant en particulier des artistes et des acteurs du monde culturel, dont, parmi lesquels Sam Craft et Ashley Michaud. Et nous finirons le 26 mai avec un séminaire un webinaire sur les enjeux politiques où nous retrouverons Joseph Dunn cette fois dans le rôle de panéliste aux côtés de Peggy Fian, donc la directrice du Codophile, et de Will McCrew qui est le PDG de Télé Louisiane. Voilà pour le petit programme de notre séminaire. Donc on vous invite tous à vous inscrire aux autres webinaires pour pouvoir avoir accès aux liens au lien Zoom et nous rejoindre de cette même façon. Je précise que ce mois de mai est à l'Alliance française un peu consacré, comme vous l'avez compris, à la Louisiane, à la francophonie louisianaise. Nous accueillerons le 14 mai une projection de court-métrage, cette fois pas online, mais sur site, à l'Alliance française, dans notre backyard. Donc une programmation de 2 courts-métrages soutenus par le fonds Create Louisiana, avec le soutien de TV5 Monde. Sans plus attendre et avant de donner la parole à Joseph Dunn en tant que modérateur de ce premier webinaire, je remercie Ryan Reeves, qui est donc le président de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, et Vincent Siama, qui est donc le consul général de France en Louisiane, de nous avoir rejoints pour ouvrir avec moi ce séminaire. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Ryan Reeves, qui va s'exprimer en anglais. Ah, le micro. Sorry about merci, Emily, and obviously a grand merci for all the hard work you and Joseph have done to put this together. Also, another grand merci to Monsieur le Consul General, to our panelists, and to everyone that is attending. We, the board of the Alliance, are very pleased to invite you all to enjoy the series of webinars on the history, language, culture, and political stakes that shape and define French and Creole in Louisiana. It is our intention that the Alliance will continue to offer programming of this nature, emphasizing and showcasing our Louisiana cultures and heritage languages. To that end, we have begun developing partnerships with other organizations and persons, such as Tele Louisiane, to offer the type of programming like this one that celebrates Louisiana in particular and Francophonie in general. So hopefully this is just the beginning. So without further ado, I'll turn this back over to Emily. Merci beaucoup and enjoy. Merci beaucoup, Ryan. Monsieur le consul, Vincent Siama, je vous laisse aussi la parole au nom du consulat général. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je suis très heureux d'introduire le propos, simplement pour souligner le dynamisme de cette alliance française. Et nous en sommes très heureux. Il y a eu un très beau mois de la francophonie en mars, avril aussi. Et donc maintenant, on est sur un travail de fond qui est mené par beaucoup de partenaires, mais y compris principalement l'Alliance française à la Nouvelle-Orléans sur ces enjeux d'histoire et de langue. Et nous, on est très heureux de voir que vous soulignez, vous allez le faire avec les panélistes, la diversité et la richesse de cette histoire francophone et créolophone. Ce sont des débats qu'on a souvent eus avec Joseph notamment. Et je voulais simplement dire que le consulat, évidemment, on est à votre côté et que cette histoire, cette richesse, elle est très visible maintenant. Et on ne comprend pas les débats contemporains aux États-Unis, mais particulièrement en Louisiane, sur les questions d'identité, si on ne connaît pas un peu l'histoire très particulière et très profonde de la Louisiane avec l'Europe, avec le Canada, avec l'Amérique du Nord en général. Et donc, on est très, très heureux que vous
aborder ces questions avec nos éminents panélistes. Donc, merci à vous, Émilie. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'accueil à tous les deux. Je m'arrête là. Je remercie encore une fois Vincent Siama et Ryan Reeves pour leur participation et je laisse la parole dès maintenant à Joseph Dunn. Je vous remercie encore une fois tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite à tous une bonne soirée et des échanges riches. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Monsieur le Consul. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Joseph Ponce, de ce très bel accueil que vous nous offrez ce soir pour participer, pour présenter cette histoire. Je suis vraiment ravi de partager la scène, ou plutôt l'écran ce soir, avec ces trois messieurs que je suis très honoré d'appeler mes collègues, mes collaborateurs et aussi mes amis. Donc, je vais commencer par présenter Clint Bruce, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Ses recherches portent sur la diaspora acadienne, sur la Louisiane francophone et sur le monde atlantique. Ses travaux sur le thème de ce séminaire s'inscrivent dans le projet pluridisciplinaire 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640 à 1940. Losanota est fondateur de Tours by Marguerite, une compagnie touristique offrant des visites en français et en anglais des lieux historiques de la Nouvelle-Orléans. Il est également prof de français langue étrangère. Il est formé en linguistique, ayant été diplômé en 2012 en français, la linguistique et l'allemand. Il a consacré sa carrière à la défense des langues d'héritage de la Louisiane, c'est-à-dire le français louisianais et le créole louisianais. Nathan Raballet est professeur adjoint d'études francophones à l'Université de Louisiane à Lafayette et chercheur associé au Centre d'études louisianaises. Sa recherche porte sur la littérature, la tradition orale et l'identité culturelle en Louisiane francophone et créolophone. Ses travaux récents incluent le documentaire long-métrage Finding Cajun en 2019 et un nouveau livre intitulé Folklore Figures of French and Creole Louisiana, paru cette année en 2021. Le sujet que nous allons tenter d'aborder ce soir, comment l'histoire de la Louisiane et les différents courants de migration ont façonné le développement culturel et linguistique du territoire. C'est un sujet vaste et chacun d'entre nous pourrait facilement en parler pendant des heures. Notre défi sera de synthétiser en quelques minutes une petite partie de cette complexité. Dans son livre « French, Cajun, Creole, Houma, a Primer on Francophone Louisiana », l'anthropologue Carl Brasso écrit « Depuis sa fondation en tant que colonie française en 1699, la Louisiane a attiré des milliers d'immigrants francophones issus d'au moins 18 groupes distincts. Cette complexité est encore compliquée par le fait que, en grande partie, cette histoire nous est présentée et enseignée en anglais, et ce, d'un point de vue américain. Or, toujours à la fin du 19e siècle, on parlait de l'anglais comme une langue étrangère en Louisiane. Non seulement nous apprenons notre histoire comme ça, mais vous qui êtes à l'extérieur, vous consommez ce récit sans trop appréhender qu'elle passe d'abord par ce filtre américano-anglophone. C'était alors que j'étais directeur du Codophile que j'ai vraiment commencé à me rendre compte de ce phénomène. Depuis plus de 50 ans, la problématique de comment redémarrer les langues françaises et créoles en Louisiane est une question qui pèse tous les jours. Nous quatre, on y pense constamment. La première étape est de faire face à l'histoire douloureuse de la déconstruction des identités franco-créolophones et du reformatage qu'on a subi en anglais. Je suis de retour à la plantation Laura depuis 2014 où je suis responsable des relations publiques et je creuse tous les jours ces questions d'identité et de représentation de la diversité. Car cette histoire de la mosaïque de la population dont la franco-créolophonie louisianaise est composée, racontée
en français par des franco-louisianais d'aujourd'hui peut parfois être en opposition aux idées reçues et aux mythes créés non seulement pour assimiler de force nos ancêtres francophones et crélophones, mais aussi pour les ségréguer les uns des autres, autochtones, blancs et noirs, afin de les diviser pour mieux régner. Mythes et idées reçues répétées sans cesse par nos concitoyens anglophonisés. Que le français fut seulement une langue orale en Louisiane, que tous les Louisianais francophones s'appellent Cajuns, que les Acadiens étaient tous pauvres et analphabètes, que tous les afrodescendants étaient esclavisés, non instruits et ne savaient que laborer la terre, qu'il était illégal de parler français en Louisiane à partir de 1921, que le français louisianais est incompréhensible par les francophones d'ailleurs. Et j'en passe. Je vous ai dit que je pouvais en parler pendant des heures. Et maintenant, je passe la parole à mon padna, Clint Bruce, qui nous fera un exposé à propos de ses recherches sur les rapports entre les Acadiens exilés et les Africains. Clint, c'est à toi. Merci beaucoup, Joseph, de nous avoir mis la table avec ce très beau programme. Je vais débuter en présentant une image qui est une photo que je qualifierais d'emblématique de mes projets de recherche et qui figure sur le site web voilà, qui est consacré à ma chaire de recherche à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, au Canada, dans une région acadienne où beaucoup de gens ici ont des liens d'amitié et de lointains liens de parenté avec des Louisianais, hein, avec des gens en Louisiane. Donc, la photo a été prise par un Français de la France, comme on dit, un monsieur qui s'appelle Marc Chauveau, qui était présent lors d'un événement qui s'appelait le Grand Réveil acadien. Ça s'est passé au centre-ville de Lafayette. Et cette image est emblématique de ce qui m'intéresse comme chercheur parce que l'activité que vous voyez combine deux traditions. Le tintamarre en Acadie, au Canada, pour manifester la présence francophone, et le Mardi Gras. Alors là, vous voyez les masques et vous voyez aussi des panneaux qui montrent des noms de famille, des patronymes acadiens. Alors, ce qui m'intéresse dans mon programme de recherche, ce sont les liens, les affinités, les contacts entre les Acadiens du Nord et des Louisianais de souche acadienne, mais parfois non, mais qui se considèrent comme des Cajuns, et l'appréciation qu'ont les Acadiens du Canada pour la culture louisianaise sans toujours la comprendre. Et je dirais aussi, c'est une culture qu'on leur raconte souvent très mal. Alors, depuis mon arrivée ici, je cherche des moyens de leur expliquer que les influences autres qu'acadiennes sont primordiales, sont fondamentales, et notamment pour ce qui m'interpelle comme chercheur, les origines et les contributions, l'apport de l'Afrique et de la culture créole. Alors, pour aborder ces questions, je vais vous dire, il y a une tonne de recherches magnifiques qui ont déjà été faites et qui sont en train d'être faites par beaucoup de chercheurs. Moi, un de mes points de départ, c'est un autre livre de Carl Brasso qui s'appelle The Founding of New Acadia, où il explique beaucoup de ces choses-là. Mais ça ne passe pas dans la mentalité générale des gens. Alors, comment faire en sorte que ça passe dans la mentalité des gens? Je pense qu'il faut raconter des histoires particulières de personnes, de familles, d'expériences vécues. Et je vais exposer dans les prochaines 15 minutes environ une de ces histoires que je vais raconter à travers un livre qui a été écrit vers la fin du 19e siècle par une Louisianaise d'origine acadienne qui était tout sauf analphabète. Elle était d'origine modeste. Elle s'appelait Désirée Martin. Et là, vous avez une chronologie de sa vie et de ses déplacements. Donc, je vais dire quelques mots à son sujet. Désirée Martin a vécu dans la même région où travaille notre ami Joseph, dans la paroisse Saint-Jacques, sur le fleuve Mississippi, entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Et vers la fin de sa vie, elle est décédée à l'âge de 47 ans. Elle a écrit son autobiographie, Les veillées d'une sœur ou le destin d'un brin de mousse. Pourquoi une sœur? D'abord parce que sa famille lui était très chère, mais deuxièmement, c'était une religieuse. C'était une religieuse défroquée. Elle a quitté la Société du Sacré-Cœur de Jésus, un ordre français
implantée en Amérique dans les années 1810. Elle a quitté cet ordre. C'est un ordre qu'elle a rejoint à l'âge de 16 ans et qu'elle a quitté dans sa jeune quarantaine pour rentrer dans sa communauté. Et là, vous pouvez voir les différents endroits où elle a vécu. Elle a vécu à New York, elle a passé plusieurs mois à Cuba, elle a vécu à Saint-Louis, dans le Missouri. Et je trouve que ce livre est extraordinaire, vraiment. C'est un livre touchant. Et c'est un livre qui, pour moi, va permettre, en fait, avec des recherches autour de l'histoire de Désiré, de raconter l'histoire des Acadiens de la région du fleuve, de la paroisse Saint-Jacques, de ce qu'on appelait la côte des Acadiens autrefois, et des interactions avec les populations et personnes d'origine africaine. Alors, voici comment... donc, ça va être un projet de livre en français où je raconte l'histoire de Désiré, mais pas juste en utilisant son livre, parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes qu'elle ne savait pas. Et je vais expliquer tout à l'heure. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi Désiré Martin? Donc, c'est un témoignage qui a été très peu étudié et qui présente, voici 3 points, c'est une perspective endogène de l'intérieur sur l'identité acadienne en Louisiane, du point de vue d'une femme. C'est déjà très intéressant. C'est une histoire féminine que j'écris et elle est issue d'un milieu modeste. On a beaucoup de documents de femmes du Sud. C'était souvent des femmes de planteurs qui tenaient des journaux intimes. Mais là, elle provenait, comme je dis, d'un milieu modeste. Et on voit dans son autobiographie un éclairage original sur l'évolution du fait acadien ou cadien en Louisiane créole. Je vais d'abord signaler que ce livre a été traduit au début des années 2000 et a été réédité par une maison d'édition à laquelle je suis affilié, les éditions Tintamarre, basées à Shreveport, et que je respecte beaucoup le travail qui a été fait pour apporter ce livre à la connaissance du public. Mais en lisant le livre et les textes qui l'accompagnent dans ces éditions, j'ai été très déçu qu'on ait très peu, voire pas du tout mentionné le fait que Désiré parle des personnes qui ont été tenues en esclavage par sa famille. Elle en parle très ouvertement. Et ce qui est très touchant dans la perspective de Désiré, c'est qu'elle était personnellement opposée à l'esclavage. Et elle le dit. Je peux vous dire qu'après la guerre de sécession, après la guerre civile, ce n'était pas forcément une attitude majoritaire parmi les Blancs de sa région. Et il y a en particulier un passage où elle exprime son sentiment, que je vais lire. Elle écrit « Honneur, bonheur et liberté que je souhaite à tous les fidèles et dévoués noirs qui ont servi mes aïeux et qui m'ont bercé et prodigué leur service désintéressé au jour de mon enfance, pour eux, jour de servitude, et pour ma patrie, hélas, jour stigmatisé d'une tâche regrettable. » Donc, je vais un peu nous situer. Et donc, d'abord, c'est un peu le ton du livre. Hein? C'est une écriture touchante. Peut-être un autre détail, c'est que Désiré n'aurait pas voulu être religieuse. Elle a rejoint le Sacré-Cœur à 16 ans parce qu'elle était orpheline de père. Sa mère était très dévote et ne voulait pas être un fardeau pour sa mère. Et c'est très clair dans son autobiographie. Elle aurait aimé se marier, elle aurait aimé avoir une famille. Elle n'a pas eu cette occasion-là. Elle était, comme j'ai dit, très attachée à sa famille immédiate et aussi à l'histoire de ses ancêtres qui étaient majoritairement venus d'Acadie, du Canada. Donc, vous avez à la gauche une carte qui montre l'Amérique du Nord à la fin de la guerre de 7 ans, the French and Indian War, comme on apprenait à l'école. Et vous avez bien sûr la Louisiane. Et à la droite, vous avez une carte tirée d'un livre de Carl Brasso qui montre les différentes zones où les Acadiens réfugiés se sont installés sous le régime espagnol principalement. Alors, on connaît surtout la région de Lafayette. Ça, c'est le cercle numéro 2. Ça, c'est Ground Zero pour la culture, Cajun culture d'aujourd'hui. Moi, je m'intéresse beaucoup à la première zone, le Mississippi, qui est devenue une aire de production sucrière au 19e siècle. Et il y a aussi la région du Bayou Lafourche, où Désiré est né, mais sa famille ne venait pas vraiment de là. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup aux Acadiens sur le Mississippi. Donc, Désiré écrit après la guerre de sécession et elle écrit aux enfants de son frère Michel. Elle s'adresse beaucoup à son frère Michel et à ses nièces et à ses neveux. Et elle parle de l'histoire des Acadiens. Et
Après la guerre de sécession, vous le savez probablement, la Louisiane connaissait beaucoup de transformations, du tumulte social, des catastrophes économiques et bien sûr la promesse de l'égalité sociale et raciale qui n'a pas été réalisée. Pour Désirée, et elle le dit dans ce passage, elle aimerait que les jeunes se tournent vers, elle le dit, la noble conduite des Acadiens qui doivent donner un exemple, et elle le dit pour tous les créoles louisianais. Donc, elle situe les Louisianais d'origine acadienne dans le groupe créole. Hein. Et donc, quand elle parle de l'histoire des exilés, comme vous le voyez, elle évoque bien sûr le grand dérangement, la déportation des Acadiens par les autorités britanniques à partir de la date fatidique de 1755. Et Désirée raconte l'histoire de son arrière-grand-mère qui s'appelait Osite. Elle a plusieurs passages assez savoureux sur la vieille Osite qui, selon cet extrait que vous avez devant les yeux, aurait quitté la France, se serait installée au Canada, en Acadie, et il aurait été exilé. Et donc, ce que Désirée a appris, donc c'était, selon Désirée, Osite Trahan, son mari serait mort en exil en Virginie, déporté brutalement par les Britanniques. Osite serait arrivée veuve en Louisiane et aurait labouré, travaillé la terre de ses propres mains pour élever ses enfants. Les chercheurs qui m'ont précédé n'ont pas beaucoup questionné ce récit-là. Mais moi, j'ai commencé à les questionner parce que j'ai voulu dessiner son arbre généalogique. Et avec les informations qu'elle donnait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas très cohérent, en fait. Donc, au cours des dernières années, j'ai dessiné son arbre généalogique avec beaucoup de documents différents. Et donc, je vais un peu vous présenter ce tableau qui est très riche et qui sera un des points centraux en allant vers la conclusion de ma présentation. Donc, Désirée est tout en haut avec son frère Michel et sa sœur Elisa, qui est morte en bas âge. Elle a aussi perdu son père, Michel Martin, en bas âge. À peu près, sur les 4 couples qui formaient la génération de ses arrière-grands-parents en bas, 3 de ces couples venaient de l'Acadie et on trouve non pas Osite Trahan, mais Osite Rose Gautreau, donc elle ne savait pas en fait le nom de famille de son arrière-grand-mère, qui était née à Grand-Pré en 1736, qui avait perdu son mari, Olivier Forêt, dans le Maryland, non pas en Virginie, c'est très documenté, et qui s'est remariée en Louisiane. Et quand il y a eu un recensement en 1779, dans la région où ils se sont installés, tous ses arrière-grands-parents acadiens possédaient des esclaves. Et ce qu'on entend souvent, c'est que les Acadiens ont un peu hésité à adopter l'esclavage, ce n'était pas vraiment dans leur nature, mais c'est venu plus tard. Alors, ce que montre en fait ce tableau, et j'ai des chiffres aussi pour le montrer, c'est qu'elle a 2 arrière-grands-parents qui étaient créoles et français, eux n'avaient pas d'esclaves. Ce sont tous les Acadiens qui avaient des esclaves. Et dans le livre des Désirés, elle parle beaucoup de son grand-père, Paul Bourgeois. J'ai beaucoup de traces documentaires de Paul Bourgeois, qui était le patriarche de la famille. Et donc, je mets ces noms sous vos yeux, et on va plus tard parler des personnes en esclavage. Je veux vous montrer aussi que les traces matérielles de la génération des grands-parents de Désirée, la première génération née en Louisiane, se trouvent à Saint-Jacques, à côté de la magnifique église Saint-Michel que Désirée a connue quand elle était enfant. Et ça, c'est la pierre tombale, c'est une photo que j'ai prise, la pierre tombale de sa grand-mère, Marie-Madeleine Thibaudot, épouse de Paul Bourgeois, qu'on appelait, selon son récit, Paul à la veuve. La veuve était Osite. Donc, on a tassé un peu la boue pour voir le bas. Donc, l'autre femme très importante dans ce récit, c'est une femme noire qui s'appelait Manon, qui était une des personnes en esclavage de sa famille et de son grand-père Paul Bourgeois. Et je vais dire quelques mots. J'arrive, il me reste environ 4 minutes. Désirée est très explicite sur le fait que Manon, qu'elle appelait Maman, et elle le dit, à cause de son âge, donc man, ça veut dire maman, et aussi à cause de ses services. Elle était la nourrice. Elle nourrissait les enfants de son lait et elle les a pratiquement élevés. Qu'elle tenait un très grand rôle dans sa vie avant son départ au couvent à l'âge de 16 ans. Puis c'est très intéressant parce qu'elle rapporte les paroles de Manon dans son autobiographie. Et ce qui est fascinant, c'est que Manon
selon la mémoire de Désirée, ne parlait pas le créole. Elle parlait un français qui ressemble en fait à du français acadien. Elle dit « Mademoiselle, c'est ben de valeur », c'est des choses qu'on dit au Canada. Je suis ben vieille. Et elle fait allusion à la couleur de sa peau. Hein. Donc, la différence raciale est très présente. Et Désirée a un autre passage où elle regrette de ne pas avoir revu Manon une fois qu'elle était partie au couvent. C'est très touchant. Elle dit qu'elle était morte avant la liberté des affranchis pendant la guerre et qu'elle était allée affranchir son esclavage à la grande patrie au ciel et, comme on dirait en anglais, there's a lot to unpack here. Toutes les races sont libres et blanches, de la blancheur sans mélange des vrais affranchis de la douleur et du travail. Donc, j'arrive à ma fin, donc je vais sauter 2 ou 3 diapos, tout simplement pour dire que à l'époque où les grands-parents de Désirée étaient en train de fonder la communauté acadienne sur le Mississippi, la majorité sont très rapidement devenus esclavagistes. Et donc, je ne vais pas expliquer tous ces tableaux, mais c'est le recensement, ce sont mes analyses du recensement que j'ai présenté tout à l'heure. Il y avait 15 ans après l'arrivée des premières familles acadiennes, plus de 1000 personnes dans cette communauté, une majorité de personnes en esclavage, mais la majorité des ménages acadiens tenaient des personnes en esclavage, déjà, sans hésiter. Hein. Et donc, c'est cela qui a contribué à notre culture franco-louisianaise hein, qu'on connaît. Et donc, si on s'intéresse à d'où venaient ces gens, on a beaucoup d'informations à notre disposition sur les origines de la population en esclavage, qui comprend environ 50 000 personnes transportées de force en Louisiane au cours du 18e siècle et jusqu'en 1812, environ 50 000. On parle de 3 000 Acadiens. Donc, si on compare 50 000 personnes venues d'Afrique ou des îles à 3 000 Acadiens, on peut bien dire d'où viennent les influences culturelles. Hein? C'est certainement le composant africain, avec les autres groupes que Joseph a évoqués tout à l'heure. Donc, le dernier point que je vais mentionner avant de conclure, c'est que je suis à la recherche de Manon. Je veux reconstruire la vie de Manon. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai accès, et plusieurs personnes, on peut avoir accès aux archives des diocèses de Bâton Rouge, de l'Église catholique, et de leur registre de sacrements administrés aux personnes en esclavage et aux personnes de couleur. Et j'ai retrouvé des traces des personnes tenues en esclavage, des noms et des Africains, chez Paul Bourgeois, son grand-père, que Désirée aimait tant. Et donc, j'ai trouvé une petite fille, Lucia, qui était l'enfant de Marianne, et j'ai les traces de Marianne un peu plus tôt. Et dans les années 1800, il y a eu une recrudescence de la traite esclavagiste quand on a commencé à la fermer. Hein. Au début de l'année 1810, des milliers de personnes sont arrivées en Louisiane, des esclaves d'Afrique et des îles, et on trouve des Africains dans la famille de Désirée. On trouve des gens, une femme céleste venue d'Afrique de l'Ouest, de nation Mandinga, et on trouve un jeune homme, Alexandre, 18 ans, natif du Congo, et je conclus avec la seule trace que j'ai trouvée à l'extérieur de l'autobiographie de Désirée Martin, de Manon, sa nourrice et son amie. Elle était la marraine de ce jeune homme-là, venu d'Afrique de l'Ouest, natif du Congo. Donc, je vais conclure là-dessus. On pourra ouvrir la discussion après. Donc, je vous remercie. J'espère avoir commencé à prendre les défis que Joseph nous a lancés et que l'Alliance nous a lancés. Et j'ai hâte d'entendre mes co-présentateurs. Merci beaucoup, Clint. Ça, c'était très, très intéressant. Je pense que maintenant, nous allons continuer avec Nathan, qui va nous présenter un peu sur ses recherches sur le folklore et les contes et la composition intéressante de toute cette tradition orale. Merci beaucoup, Joseph. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Nathan. Je suis professeur et chercheur associé au Centre d'études louisianaises à l'Université Louisiane-Lafayette. Et ce soir, je vais vous parler de l'histoire de la Louisiane française et créole sous l'angle de la tradition orale, donc ce qu'on appelle souvent en anglais le folklore. Il y a parfois une connotation un peu péjorative en français, mais c'est la même chose, la tradition orale, le folklore. Mes travaux se trouvent souvent à l'intersection de la littérature et de l'ethnologie.
Et comme Joseph a mentionné, je viens de publier un livre sur le folklore louisianais. Donc, je vais aborder le thème pour ce soir de cette perspective-là. OK, au revoir. Voici deux citations que je trouve intéressantes lorsqu'on parle de la tradition orale en général. La première vient d'un historien poitevin, donc qui vient du Poitou en France. C'était Léon Pinault. Il dit « Le fond de cette littérature orale semble commun à la plupart des peuples, mais c'est une fleur dont les nuances varient selon les pays. » Là, Pinault fait référence à un concept qu'on retrouve aussi chez Paul Delarue, un folkloriste français très connu, qui parle d'un fond commun. Donc, un common set of stories, un fond commun. C'est un paradoxe qui perturbe, qui tracasse les folkloristes depuis longtemps. C'est-à-dire, d'un côté, on retrouve des récits, des contes très similaires un peu partout dans le monde, des contes types, des catalogues, jusqu'au point où on arrive à faire des catalogues. Donc, on peut parler de non seulement Cendrillon, mais de type numéro 510A. Donc, c'est quasi universel. Il y a ce côté universel. Mais en même temps, le folklore fait partie intégrante de notre identité régionale, culturelle, même familiale. Ça peut être très précis. Alors, comment on résout ce paradoxe? Je pense que l'une des réponses possibles se trouve dans cette seconde citation du musicien louisianais Dewey Balfa, qui dit « Tout a pour changer. Quand ça arrête de changer, ça crève. » Autrement dit, les contes, les histoires changent en fonction de nos expériences, l'expérience collective aussi. Et c'est comme ça que ces contes restent pertinents. Parce qu'on sait que dans l'oralité, dès que quelque chose n'est plus pertinent, ça se perd. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour raconter et pour transmettre. Et on ne raconte et on ne transmet pas n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une résonance avec l'individu, donc avec la conteuse, le conteur, et avec la collectivité. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, je m'intéresse aux contes, au folklore, parce que c'est représentatif des groupes, de différents groupes, et aussi de l'expérience collective. C'est dynamique au sens où ça change en fonction des expériences et au contact culturel. Je présente, je ne vais pas en parler en détail, mais je présente deux types d'adaptations dans les contes. La localisation, c'est-à-dire des choses plutôt physiques, géographiques, changement de faune et de flore, des choses qui n'ont pas un très grand impact sur le récit. Et puis prisming, c'est-à-dire des changements au niveau moral des contes. Donc peut-être un méchant qui devient le héros, par exemple. Et donc tout ça, c'est pour mieux comprendre l'histoire de la Louisiane. Et ça, c'est juste pour mentionner le livre qui vient de paraître. Et je tiens à remercier Jonathan Maillet aussi, qui a fait ses œuvres d'art, la couverture aussi dans le livre aussi. Donc, quand on parle de la Louisiane francophone et créolophone, voilà la région dont on parle, en gros. Et on sait que la tradition orale franco-louisianaise consiste en gros une convergence des traditions africaines et françaises. Donc, pour parler des deux sources principales des personnages et des contes. Et beaucoup du travail ethnographique qui a été fait dans le passé était visé vraiment à identifier ces vestiges africains et français. Et j'avoue que moi aussi, j'ai fait des analyses comparatives entre ces corpus pour mieux comprendre les changements dans les récits en Louisiane, mais on sait également que la francophonie louisianaise est beaucoup plus complexe en termes de ses origines.
Et voilà une image faite par notre, notre ami Joseph Dan. Merci Joseph, qui démontre justement ces 18 groupes mentionnés par Carl Brasso dans sa recherche. Donc, dans mes travaux, surtout sur le conte précisément, j'essaie de prendre en compte, oui, les sources principales, les grandes vagues d'immigration et d'immigration forcée, y compris l'esclavage, mais aussi des influences qu'on a tendance à négliger. Donc, pour parler des sources principales que vous connaissez peut-être déjà, l'Afrique de l'Ouest, surtout la Sénégambie, les Caraïbes, Saint-Domingue, Clint en a parlé. Donc, très grande influence en termes de population, en termes de contenu culturel, en termes de tradition orale. Les Acadiens, qui ont aussi une très grande influence dans la tradition orale, même indirectement. Je vais en parler dans un instant d'un exemple intéressant. Donc, Clint a mentionné les 3000 Acadiens qui sont arrivés en Louisiane. Et aussi le centre-ouest de la France, qui a un rapport avec les Acadiens, et aussi avant et après l'arrivée des Acadiens aussi, il y a eu un grand mouvement, plusieurs migrations de cette région de la France vers la Louisiane. Donc, voilà à quoi ça ressemble au niveau vraiment basique, un corpus que j'ai fait de contes qui me permet de comparer des contes pour mieux comprendre les changements et comment ces contes, on parle de folk tales, n'est-ce pas, des contes, comment ils se sont adaptés au contexte socio-culturel louisianais. J'ai quelques diapos en anglais juste pour aider si jamais quelqu'un a du mal à me suivre. Je sais que je parle un peu vite. Mais c'était juste pour résumer un peu ce que je viens de présenter, les trois grandes périodes des grands groupes de migration et aussi d'autres influences qui m'intéressent énormément dans la tradition orale, c'est-à-dire des influences amérindiennes, autochtones, allemandes, alsaciennes, espagnoles et irlandaises. Peut-être un des exemples le plus évidents de cette influence africaine, c'est le personnage de Bouki, qui est ce qu'on appelle une dupe dans ses contes. Souvent, il apparaît en opposition de lapin, qui est l'animal rusé par excellence dans la tradition orale louisianaise, qui ressemble beaucoup, surtout ce conte type numéro 175, The Tar Baby and the Rabbit, qui, si vous connaissez les histoires de Brer Rabbit, c'est très similaire. C'est un exemple intéressant aussi lorsqu'on regarde des variantes autrement très similaires qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où on trouve à peu près la même structure du conte, où il y a un animal rusé qui se trouve dans un piège. Sauf que dans le contexte historique, dans le contexte africain, vraiment sans exception, que moi j'ai trouvé, la sorte de morale qu'on est censé interpréter dans ces contes, c'est que l'animal rusé était méchant, il était malin, et donc il est puni à la fin, tout simplement. C'est la fin, c'est ça la leçon de ces contes. Alors qu'en Louisiane, il y a un changement très frappant, où le petit animal, lapin, rusé, devient vraiment le héros, parce que malgré sa taille, malgré le fait qu'il n'a pas forcément de pouvoir physique, il arrive à faire croire à Bouki qu'il veut se faire jeter dans les errances. En fait, c'est chez lui. Donc, c'est ça le trick. Donc, on peut voir des parallèles assez frappants lorsqu'on pense au contexte de l'esclavage, que la nécessité d'être intelligent, d'être malin, cleverness, on parle de ce qu'on appelle le trickster type dans le folklore, ça crée une autre sorte de morale où même les héros qui n'ont pas de pouvoir physique, social, politique, peuvent néanmoins
gagner à la fin. Donc, c'est assez frappant de voir ce changement total entre qui est le héros dans le conte. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le contexte louisianais, parce que là, ce sont des contes qui se trouvent partout dans le sud des États-Unis. On trouve en anglais, en Alabama, dans le Mississippi, un peu partout. En anglais, il n'y a pas vraiment de distinction dans les versions créoles et françaises que moi j'ai trouvées en Louisiane. Mais ce qui est différent, je pense, c'est que ces contes-là sont aussi très populaires chez les Blancs. Et ça veut dire aussi, forcément, qu'il y a eu une résonance chez des Blancs aussi avec ce type de récit. Peut-être on peut penser à des raisons comme la discrimination linguistique, peut-être la pauvreté, peut-être un manque de pouvoir économique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un conte comme ça serait intéressant et parlant pour des gens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que très peu de gens qui racontent ces histoires sont conscients de la racine Wolof de ce mot. Donc, je vais faire comme un petit survol de plusieurs figures du folklore louisianais. Je ne vais pas rentrer en beaucoup de détails, mais je peux répondre à des questions après, si vous voulez. Voilà le feu follet. Que vous connaissez probablement. Donc, c'est un gaz qui s'émane des eaux, surtout dans les zones marécageuses, qui, selon beaucoup de gens, représente l'âme d'un enfant qui est mort sans être baptisé. Et donc, ça, c'est une version assez connue, une figure parmi les plus connues, je pense. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ma recherche, c'est que chez les populations Houma, c'est très différent. En fait, c'est parmi plusieurs conteurs ou interviewés Houma, ils décrivent le feu follet comme une grande boule de feu rouge et non pas comme une petite chandelle. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions à propos de l'origine du feu follet, si ça vient d'une autre tradition chez eux, ou si peut-être c'est une question plutôt biologique, un gaz différent. Et on va écouter une version, mais ça c'était juste pour vous montrer comment j'ai parlé des convergences des influences africaines et françaises. Dans la région de Pointe-Coupée, des exemples très intéressants du fifolet, qui ne ressemble pas du tout au feu follet que je viens de décrire, mais qui ressemble plutôt à ce qu'on voit dans les Caraïbes, qui s'appelle le soukouillon, qui ressemble un peu à une sorte de vampire qui suce le sang des enfants, qui ôte sa peau, qui ressemble encore une fois à une boule de feu rouge, mais qui se déguise comme une vieille femme et qui rôde la nuit pour chercher du sang des enfants. Donc, on peut voir comment le mot feu follet a été adapté à en fait une figure qui vient plutôt des Antilles. OK, deuxième ou troisième exemple, je pense que c'est l'avant-dernière, c'est Jean Sot. En Louisiane, on appelle ce personnage Jean Sot. C'est un peu le fou qui est très répandu en France aussi. Il est toujours en train de faire des bêtises et ça se raconte souvent comme un cycle de petites bêtises. Et ce que j'ai trouvé intéressant en Louisiane, c'est que il n'y a pas vraiment de variabilité dans ces contes. Jean Sot est toujours bête. Il n'a aucun mérite. Lorsqu'en France, on trouve parfois des contes où il est malgré lui héros à la fin, où il arrive à sauver quelqu'un sans vraiment se rendre compte pourquoi ou comment il a fait. En Louisiane, il est juste tout simplement bête. Je peux peut-être on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse plus tard, je peux vous partager ce petit texte. Ça donne l'exemple ici de tirer la vache. C'est souvent, il comprend mal ses commandes, souvent de sa mère. Donc, sa mère lui demande de tirer la vache, c'est-à-dire de traire la vache, milk the cow, et lui, il comprend tirer la vache, donc il cherche le fusil et il tue la vache.
Donc, et puis, c'est pas vraiment drôle. C'est pas le héros à la fin. C'est juste, il est, comme elle dit, t'es beaucoup sotte, t'es beaucoup couillon, sa mère répète. OK. Peut-être en 30, j'ai 30 secondes. OK. La litige, c'était un exemple intéressant aussi. Je peux terminer là-dessus. La litige se trouve, c'est pas très connu en Louisiane, mais j'ai trouvé plusieurs exemples. Et je voulais en savoir plus, donc j'ai cherché, et c'était facile de trouver des exemples en Normandie, parce que cet animal, c'est comme un ermine, ça se trouve en Normandie, dans la région de Bayeux. Comme le feu follet, on dit que ça représente l'âme d'un enfant qui n'a pas été baptisé. Et, mais la référence que j'ai trouvée très facilement, c'était Longfellow, Évangeline. Il parle d'un monsieur dans le village, donc avant la déportation, qui racontait des contes de la litiche. Je me disais, c'est bizarre que je ne trouve pas des exemples en Acadie, dans le Canada maritime. Mais en faisant un peu plus de recherche, j'ai trouvé les registres de Longfellow, donc qu'est-ce qu'il lisait à la bibliothèque de Harvard lorsqu'il était en train d'écrire Évangeline. Et j'ai trouvé des livres sur Chateaubriand, qui viennent de Saint-Malo, qui viennent de cette région de Normandie. Et donc, il a trouvé ça, et donc il a juste intégré, comme si ça faisait partie de la tradition acadienne, alors que ce n'était pas le cas. Mais c'est néanmoins venu en Louisiane à un moment donné. On trouve la litiche en Louisiane. Et ma théorie, c'est que comme Saint-Malo était l'un des deux ports principaux où sont arrivés les Acadiens après la déportation, ils auraient dû entendre ces contes-là en Normandie, la litiche. Et puis quand ils sont venus en Louisiane, ils ont apporté cette légende avec eux. C'est la seule grande migration de cette région qu'on connaît. Donc, je ne sais pas, ça pose beaucoup de questions. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie et je serai heureux de répondre à des questions après, pendant la période de discussion. Merci. Merci beaucoup, Nathan. J'ai pris énormément de notes et des petits commentaires et je souhaiterais vraiment revenir là-dessus pendant la période de questions-réponses. Et maintenant, on passe la parole à Nathan, excusez-moi, à Lawson, qui va parler un petit peu qui va faire un peu le point de tout ça, qui va rassembler toutes sortes de choses, des discussions de Clint et de Nathan, et ensuite on va continuer avec la période de discussion entre nous et avec vous, les spectateurs, les auditeurs. Lawson, c'est à toi, merci. Bonsoir à tout quelqu'un, merci pour l'invitation là. Je suis content pour parler avec vous autres ce soir. Je suis très content d'être ici. Je remercie l'Alliance française et Clint et Nathan pour m'avoir inclus dans cette conversation. C'est un honneur. Je pense que votre travail, c'est la démocratisation du patrimoine louisianais. Il y a beaucoup de Louisianais à cause des limites linguistiques ou d'autres raisons qui ne peuvent pas accéder aux informations que vous fournissez au public. Donc, merci beaucoup de tout votre travail. Je vais partager l'écran, je vais essayer. J'espère que ça a marché. Est-ce que ça Voilà. OK, très bien. Comme Joseph a mentionné tout à l'heure, je suis fondateur de Tours by Marguerite, une compagnie offrant des visites des lieux historiques de la Nouvelle-Orléans. Je travaille dans le tourisme depuis 2013 et j'ai fondé ma propre compagnie pour pouvoir mettre l'accent sur certaines choses, sur certains thèmes qui sont ignorés par certaines compagnies, par certains historiens. Et donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de trois thèmes que j'accentue pendant mes visites pour casser des mythes qu'apportent certains visiteurs en Louisiane et qui sont même tranchés parmi les locaux.
cela dit, je vais commencer en parlant de la francophonie louisianaise et avec une citation d'Alfred Mercier, un de mes auteurs préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas Alfred Mercier, il était auteur prolifique du 19e siècle, défenseur de la francophonie louisianaise. Ses œuvres sont parmi les meilleurs portraits de la Louisiane francophone qui soit. Et son chef d'œuvre, si vous y intéressez, c'est L'Habitation Saint-Hubert. Vraiment extraordinaire comme livre. Donc, je vais lire cette citation. Excuse-moi. Le jour où on cessera de parler le français en Louisiane, si jamais ce jour doit arriver, ce que nous ne croyons nullement, il n'y aura plus de créole. Le groupe original et puissant qu'il formait dans la grande famille nationale des États-Unis aura disparu, comme disparaît avec son goût et sa couleur le vin que l'on noie dans le fleuve qui passe. Je passe beaucoup de temps pendant ma visite à expliquer aux gens que des gens qui ressemblent à ces trois femmes en bas avaient une identité commune, une identité linguistique et culturelle qui transcendait les différences raciales. Et ces trois femmes que vous voyez représentent trois castes différentes dans la société que Alfred Mercier identifie comme créole, et ils avaient une identité commune. Donc ça, c'est un des thèmes de la visite. Et parfois, c'est difficile. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment une femme de couleur libre peut s'identifier à une femme blanche de la haute société créole. Mais ils avaient beaucoup en commun, malgré les différences qui existaient. Donc voilà, Alfred Mercier, que j'ai cité. Je continue. La diglossie historique de la Louisiane, ça concerne aussi les locaux. Je suis aussi prof de français et j'essaie de faire une connexion entre l'apprentissage de français comme langue étrangère et l'héritage de mes élèves. Et il y a beaucoup qui portent ces noms typiquement louisianais qui disent « Moi, je suis créole, donc mes ancêtres parlaient le créole. Moi, je suis cadien, donc mes ancêtres parlaient le français ou le cajun, comme on dit souvent. » Mais ce n'était pas forcément le cas et c'était un peu plus compliqué que cela. L'identité ethnique des gens d'aujourd'hui ne correspond souvent pas à leur langue d'héritage ou les langues parlées dans leur famille. Donc, je vais lire... oups, excuse-moi, j'avance trop vite. Je vais lire quelques mots de Alfred Mercier. Je continue avec des citations de M. Mercier. Tous les petits blancs d'origine française en Louisiane ont parlé ce patois concourant avec le français. Il y en a même parmi nous qui ont fait usage exclusivement du dialecte des Noirs jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Et là, il parle de lui-même. Il était locuteur de français et a appris locuteur de créole, il était créolophone et a appris le français grâce à son éducation en France. Donc, il parle de l'emploi du créole chez les créoles élites du 19e siècle. Deuxième citation, le patois des Noirs, le créole, comme on dit, est encore très répandu en Louisiane. Il y a tout un quartier de la Nouvelle-Orléans où l'on s'en sert dans l'intimité en s'adressant aux domestiques et aux enfants. Ça, c'est très important parce qu'au lieu d'être une distinction ethnique, créolophone, francophone, c'était une distinction du registre. Quand on voulait parler aux enfants, comme on voulait parler aux domestiques, aux esclaves, les créoles blancs élites parlaient le créole, se servaient du créole.
Dernière chose, du reste, quiconque parle ici le créole sait aussi s'exprimer en bon français. Il n'est pas de petits noirs dans les rues les plus retirées qui ne fassent un point d'honneur, si vous l'interrogez en français, de vous répondre dans la langue que vous lui parlez. Donc, même le groupe le plus marginalisé dans la société créole était au moins bilingue. Et c'est quelque chose qui est un peu, comme on dit en anglais, counter-intuitive, parce que quand on pense aux esclaves, tristement, aux États-Unis surtout, on pense aux gens qui n'avaient pas d'instruction, qui n'étaient pas bien éduqués, qui n'avaient pas de compétences. C'est marqué souvent quand on parle des esclaves, ce qui est ironique parce qu'on doit avoir beaucoup de compétences si on travaille comme esclave. Et les esclaves de la Nouvelle-Orléans ne savaient pas de jour en jour pour qui ils devaient travailler. Ils savaient parler plusieurs langues. Parce qu'un jour, on travaillait pour un francophone, le lendemain, on travaillait pour un anglophone ou un italien. Les maîtres à la Nouvelle-Orléans louaient souvent leurs esclaves aux autres. Donc, il fallait parler plusieurs langues. Et c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent en parlant de la Louisiane. Parce que souvent, comme dit Joseph Dunn, souvent, quand on parle de la Louisiane, on parle de son histoire à travers le filtre d'une perspective américaine, c'est-à-dire anglophone. On dit tout le temps, oh, les Louisianais parlaient français, mais ce n'était pas si simple que ça. Ils étaient polyglottes, ils parlaient plusieurs langues en Louisiane. Et même dans une journée, en marchant dans les rues, on parlait plusieurs langues pour communiquer aux voisins dans les rues du Vieux-Carré de la Nouvelle-Orléans. Donc, je mets l'accent là-dessus pendant mes visites. J'ai un extrait du film Le Bijou sur le Bayou Teche et j'ai Laura Molenson qui va parler un petit peu en créole, ce qui me permettra de parler de certains phénomènes dans la francophonie louisianaise. Est-ce que vous voyez la vidéo YouTube? OK, tout le monde, super. Très bien, j'espère que le son est partagé. OK, on écoute. Madame Molenson. On t'est élevé créole. La petite village de Cécilia et puis Hannahson, il parle créole. Mais pas mon mari était resté à Sunset et puis il était tout le temps, puis fait mon parler l'autre moyen. Et maintenant, tu préférais parler cajun ou créole? Cajun, d'après moi, c'est parce qu'il y en a plus qui parlent cajun stuff. OK. T'es élevé créole. On t'est élevé créole. La petite village de Cécilia et puis Hannahson, il parle créole. Mais pas mon mari était resté à Sunset et puis il était tout le temps, puis fait mon parler l'autre moyen. Et maintenant, tu préférais parler cajun ou créole? Cajun, d'après moi, c'est parce qu'il y en a plus qui parlent cajun stuff. Excusez-moi. OK. Donc, ce petit extrait de 25 secondes me permet d'aborder plusieurs sujets. Donc, c'est un extrait d'une vidéo faite assez récemment. Donc, le bilinguisme, le bilinguisme de la Louisiane est toujours de nos jours, il y a toujours des gens qui parlent les deux langues, le créole et le français. C'est une femme qui porte un nom typiquement acadien, Molenson. C'est le nom de son mari, mais quand même, elle porte un nom acadien et elle parle le créole.
et il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, non, les Cajuns, ils parlent le Cajun », mais ce n'est pas si simple que ça. Elle a mentionné qu'il y a moins d'interlocuteurs créolophones aujourd'hui, donc elle préfère parler le français louisianais. Donc, elle met l'accent sur la perte du créole en Louisiane, qui s'accélère beaucoup plus rapidement que la perte de la francophonie louisianaise. C'est une situation précaire dans laquelle le créole louisianais existe aujourd'hui. Et je pense que c'est ça. Dernière chose, c'est les gens de couleur libre. C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai fondé ma compagnie, parce que je pensais que les gens parlaient pas, les guides touristiques, les historiens même, parlaient pas souvent des gens de couleur libre, ce qui me frustrait. Et ceux qui en parlaient mentionnaient les gens de couleur libre juste pour dire il y avait des Africains qui avaient des esclaves. Et puis, il continue, il ne parle plus de ces gens qui étaient un peuple divers, un groupe divers dans cette société, tous avec des motivations différentes. Et ce qui est ironique, c'est que il y avait beaucoup de gens de couleur libre qui risquaient tout pour dénoncer l'esclavage, qui ont passé leur vie en écrivant, en publiant des articles, en écrivant aux politiciens à Washington, même en visitant ces sénateurs, ces représentants pour demander les droits civiques pour tout le monde qui était né esclave ou libre. Et c'est l'ironie de tout ça. Mais les gens de couleur libre n'étaient pas un monolithe. Et j'ai choisi 3 femmes de couleur libre pour démontrer les différences qui existaient entre eux. Rose Nico est née esclave. Elle a travaillé pendant des années en faisant du café après la messe le dimanche. Et on disait que son café était comme la bénédiction du prêtre après la messe, si rafraîchissant. Cela dit, elle a gagné assez d'argent d'acheter sa liberté. Et donc, elle est née esclave et a travaillé comme cuisinière. Aimée Potent est née à Saint-Domingue. Elle est arrivée en Louisiane un bébé dans les bras de sa mère, donc réfugiée, amenée en Louisiane par ses parents. Elle travaillait comme traiteuse et sage-femme. Elle a passé son enfance, sa jeunesse dans la paroisse Saint-Jacques, sur la côte des Allemands. Puis elle a déménagé à la Nouvelle-Orléans et selon certaines sources, elle marchait dans les rues du Vieux-Carré comme si ces rues lui appartenaient. Elle était une femme très fière et pas lettrée, mais ses fils ont fondé 2 journaux francophones à la Nouvelle-Orléans, l'Union et la Tribune, qui se sont impliqués dans la lutte pour les droits civiques après la guerre de sécession. Henriette Delille est née libre. Son père d'origine française, sa mère, une femme de couleur libre, née à la Nouvelle-Orléans, d'origine africaine mais aussi espagnole. Henriette Delille a consacré sa vie à des activités caritatives. Elle a fondé un ordre, les Sœurs de la Sainte Famille, qui existe toujours à la Nouvelle-Orléans. 2e ordre de bonnes sœurs noires aux États-Unis. Le premier étant fondé 2 ans avant celui des Sœurs de la Sainte Famille à Baltimore. Et Henriette Delille est morte assez jeune, ayant donné tout ce qu'elle avait à ses activités caritatives. Elle éduquait des esclaves, ce qui était illégal à l'époque. Elle
éduquer et élever les orphelins, une femme vraiment extraordinaire. Mais ces trois avaient des perspectives différentes, des origines différentes, mais toutes les trois faisaient partie du groupe que l'on appelle les gens de couleur libre aujourd'hui. Donc, pas un monolithe. Et c'est ça, je vous remercie de votre attention. Bon, merci beaucoup, Lawson, de ce survol très, très intéressant, parce que toi, tu as touché à beaucoup de choses que moi aussi, je dis assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que nous quatre, quand on discute ensemble, on est très souvent sur la même longueur d'onde sur cette question de représentation de la diversité de la francophonie louisianaise et aussi non seulement sur cette diversité, mais aussi sur certains paradoxes et même contradictions chez les différentes personnes. Parce que toi, tu as mentionné et tu as cité Alfred Mercier, qui est un personnage très, très intéressant, parce que là, il écrit des dialogues en langue créole dans l'habitation Saint-Hubert. Je pense que c'est peut-être l'un des premiers romanciers louisianais à le faire, en quelque sorte écrire des dialogues dans cette langue. Et aussi, tu parlais de cette dualité linguistique qui existait à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui. Et tu as même montré la petite vidéo de Madame Laura, qui est une femme extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois et de discuter avec elle, et en créole et en français. Et vous, tous les trois, vous touchez à tous ces différents sujets. Et un peu le thème de ce panel ce soir, c'est de discuter des apports des différents groupes et de ces contradictions, de ces paradoxes, de ces idées reçues et de ces mythes. Et Clint, je souhaiterais commencer un petit peu, je pense, par te poser une question au sujet de Désirée Martin. Parce que là, elle écrit les paroles de Manon dans un français assez proche du français acadien. Mais penses-tu qu'elle aurait parlé créole aussi, Désirée Martin? Oui, je suis à peu près sûr qu'elle aurait certainement compris le créole et peut-être qu'elle aurait parlé quand elle était une fillette, hein, une petite fille, comme l'exemple d'Alfred Mercier qui est plus connu que Lawson a mentionné. Et comme Lawson a bien fait de prendre ces extraits de Mercier et d'insister sur la grande compétence linguistique de beaucoup de Louisianais, certainement des Louisianais de couleur qui pouvaient négocier différents contextes, naviguer. Et ces contextes-là m'intéressent terriblement dans les différentes situations où Désirée aurait vécu. Donc, par exemple, au couvent. Je vais partager un petit détail que j'ai vu dans les archives. J'ai visité les archives de la Société du Sacré-Cœur, c'est The Society of the Sacred Heart en anglais, qui se trouve à Saint-Louis, dans le Missouri. C'est vraiment un endroit magique pour les gens qui s'intéressent à l'histoire franco-louisianaise, parce qu'il y a tous les rapports, tous les journaux des couvents, toute la correspondance qui émanait des maisons du Sacré-Cœur en Louisiane. Et donc, je passe beaucoup de temps à relire ce qui s'est passé dans le couvent quand Désirée était là, dans différents endroits. Et il y avait des enfants de couleur qui faisaient partie des couvents, soit qui étaient instruits par les sœurs. Les religieuses avaient aussi des personnes en esclavage. Ça fait vraiment partie d'une initiative de la société dans les 5 dernières années, surtout avec le couvent de Grand Coteau. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un jour, en lisant le journal du couvent, une des religieuses a rapporté les paroles d'une petite blanche, une élève, et c'était une phrase en créole.
Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que ça montrait probablement qu'un des, je ne vais pas dire un des défis, mais un des enjeux, c'est qu'il y avait des petits Blancs qui arrivaient de la campagne qui parlaient créole comme Alfred Mercier. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas nécessairement que Désiré Martin, elle ne mentionne pas dans son autobiographie cet aspect-là, mais j'ai vu d'autres traces. Donc, probablement, je pense qu'au sein de la famille, elle devait parler français. Certainement que les personnes de couleur devaient parler créole et français entre eux. Mais j'étais très intéressé de trouver cette trace de la langue créole par les petites blanches qui étaient les élèves du Sacré-Cœur. Ouais, c'est très intéressant parce que là, on pense notamment à l'esclavage et son association aux plantations à la campagne, mais on occulte assez souvent, on ignore assez souvent cette question de l'esclavage urbain, de l'esclavage en ville, de l'esclavage dans l'église et aussi dans les couvents, parce que l'église était aussi propriétaire d'esclaves, l'église comme institution. Et pour en revenir à cette question de du polyglottisme chez les esclaves, on voit assez souvent dans les annonces aux enchères que telle ou telle personne esclavisée parlait le français, l'anglais, l'espagnol. Ils étaient très, très multilingues, les afrodescendants esclavisés. Voilà. Nathan, toi, tu as couvert beaucoup de terrain avec les traditions orales et moi, comme tu le sais, je suis très, très intéressé par ces questions, spécialement sur le fleuve, la paroisse de Saint-Jacques, où Alcée Fortier a recueilli à la fin du 19e siècle les Louisiana Folk Tales dans les deux langues créole et anglais. C'est comme ça qu'il a édité son bouquin. Et le bouki et son origine africaine. Ce qui est très intéressant, je me rappelle, j'avais une collègue qui travaillait avec nous à la plantation, qui est maintenant décédée malheureusement, qui, petite fille, a grandi en français sur le fleuve, dans la paroisse Saint-Jacques, qui me disait que quand elle était petite, le bouki, c'était le village, l'idiot du village, que la définition du mot avait évolué au fil des années et que le bouki, c'était le personnage du village auquel les enfants devaient avoir peur. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans les contes en Louisiane, les contes en créole ou en français en Louisiane, pour la plupart, les animaux sont restés africains. Tandis que dans le vieux sud-américain, en anglais, avec les Tales of Brer Rabbit et tout ça, tous les animaux sont devenus américains. Donc, il y a le renard au lieu de la bouquille et tout ça. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce phénomène de peut-être pourquoi les animaux sont demeurés africains en Louisiane et sont devenus américains ailleurs? Oui, merci Joseph. Question intéressante. Premièrement, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Il faudrait que j'y pense et que je fasse une petite recherche là-dessus, parce que ce que moi j'ai trouvé, c'est que premièrement, pour reprendre ce que tu as dit à propos de Louisiana Folk Tales d'Alcée Fortier, on ne trouve plus, d'après mes recherches, on ne trouve plus cette diversité en termes d'animaux après. Donc, quand on regarde les contes qui datent de la fin du 19e siècle, oui, on trouve les hyènes, éléphants, girafes, toutes sortes d'animaux, et on ne trouve plus ça. Donc, rendu dans les années 40, 50, 70, moi, je n'ai pas trouvé d'autres contes qui parlent des éléphants et d'autres animaux qui soient représentatifs de l'Afrique, par exemple. Et c'est ça que j'appellerais dans ma recherche la localisation. Et l'autre chose, donc tu as parlé des animaux qui deviennent américains. Ce n'est pas toujours le cas parce que, enfin, je ne suis pas sûr que ça soit le cas parce que je pense que l'une des raisons pour laquelle Bouki et Lapin
sont demeurés tellement populaires, c'est qu'il y a eu un renforcement de toute une autre, un autre schéma précisément français, c'est le loup et le renard, qui est très similaire au niveau de la structure des contes. Donc, j'ai ciblé plusieurs exemples de ça. Par exemple, pourquoi on retrouve le lutin en Acadie, le lutin dans des zones fortement acadiennes dans le sud-est de la Louisiane, mais non pas dans d'autres zones en Louisiane qui sont fortement acadiennes. C'est vraiment restreint au sud-est. Et je pense que là encore, il y a eu un renforcement d'une figure Uma et Choctaw qui est partagée, qui a renforcé le lutin dans certaines régions. Et je pense que Bouki Lapin, c'est un peu comme ça. Ça a été renforcé par la dynamique du loup et du renard. Mais Bouki, j'ai entendu aussi, comme Bouki, comme voulant dire abruti, bête. Et dans un autre discours, j'ai parlé du nom Roquelaure pour être comme malin, bon à rien, qui vient aussi d'un nom propre associé au fin voleur. Donc, il y a plusieurs exemples de ça, où le conte se perd, mais le nom persiste. Ça devient un mot. Ouais. Et c'est peut-être aussi, parce qu'on constate cela également en anglais, que les gens aujourd'hui qui ont, je dirais, moins de 60 ans ne connaissent pas du tout les contes de Brer Rabbit et Brer Fox. Et c'est un phénomène, ce genre de contes folkloriques ne se transmettent plus parce qu'il y a de la télévision, il y a d'autres manières de transmettre des cultures. Donc, c'est important le travail que tu fais. Lawson, pour en revenir à cette question de ces différentes dames que tu as présentées à la fin, et leurs différentes perspectives qu'elles pouvaient avoir selon leur background, selon leur statut social, l'une des choses que je trouve intéressante dans cette discussion sur comment l'histoire louisianaise, francophone et créolophone, peut parfois être en opposition à ce que l'on apprend en anglais. Parlons un petit peu de ce que l'on apprend en anglais au sujet de l'expérience des Afro-descendants et de Underground Railroad. Parce que je me rappelle, quand ma fille était à l'école, elle apprenait sur le Underground Railroad et les esclaves s'échappaient vers le nord, mais c'est un peu le contraire ici, où les gens qui réussissaient à marronner ou à fuguer allaient plus vers le sud. Est-ce que dans tes recherches, est-ce que tu as quelques exemples de cela? Ton micro. Je n'ai pas d'exemple de tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui m'échappent maintenant, des marrons en Louisiane. Un exemple dont je peux parler, c'est l'exemple de Saint-Malo, qui a créé sa propre communauté pas loin de la Nouvelle-Orléans pendant la période espagnole. Pendant des années, il a lutté contre les Espagnols, ceux qui étaient au pouvoir, et ajouté à sa communauté des esclaves marrons. Il a été capturé par les Espagnols et pendu pas loin de la place Jackson aujourd'hui, mais c'était typique. On était accueillis par les Amérindiens et il y avait des liens étroits entre les Amérindiens et les Africains qui avaient beaucoup en commun. Les deux étaient marginalisés, mais ils ont trouvé que leur culture était similaire. L'accent mis sur la vénération des ancêtres et juste leur marginalisation générale, ils ont trouvé qu'ils avaient beaucoup en commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un homme à la Nouvelle-Orléans qui voulait installer une piscine dans sa cour. Et ils creusaient, ils ont trouvé des tombes, ils ont trouvé des enterrements. Et ils ont fait des tests ADN et ont trouvé que ces gens étaient biraciaux, amérindiens et africains. Et ils ont estimé qu'ils étaient enterrés
très peu après la fondation de la ville. Donc, depuis le début, il y avait ces liens étroits entre ces deux groupes. Oui, c'est ça, c'est sûr, tout à fait. Au lieu de s'échapper vers le nord, c'était de rester en Louisiane, mais d'aller dans les marais ou de devenir membre des communautés amérindiennes. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelques questions qui ont... Tu voulais dire? En fait, j'allais répondre à une question dans le chat sur cela. C'est qu'il y a des personnes de couleur qui sont allées s'installer au Mexique. Le Mexique avait aboli l'esclavage en 1829 par le décret des Guerreros, et je suis sûr que Lawson et Joseph et Nathan connaissent l'histoire de plusieurs familles qui sont parties vivre au Mexique, des familles créoles, et aussi le Sud au sens large, en Haïti. Hein. Donc, il y a eu plusieurs centaines de Louisianais qui ont quitté la Louisiane pour Haïti juste avant la guerre de sécession. Certaines personnes sont revenues parce que les conditions dans un pays postcolonial isolé étaient difficiles. Et d'autres sont restés, et on a beaucoup de traces des correspondances entre les Louisianais partis en Haïti et la Nouvelle-Orléans. Donc, je ne sais pas, Lawson, si tu voudrais rajouter d'autres détails. Oui, dans son œuvre, L'habitation Saint-Hubert, Alfred Mercier fait référence à ça. C'était après la guerre de sécession, mais quelques personnages d'anciens esclaves quittent la Louisiane après la guerre de sécession pour le Mexique, qui avait une culture semblable à celle de la Louisiane avant la guerre de sécession. Donc, oui, c'est ça. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que la famille de Henriette de Lille, ses frères, ses nièces et neveux sont allés à Veracruz au Mexique après. Il y a des descendants, parce que quand il y a eu la campagne de canonisation d'Henriette de Lille, l'Église catholique a retrouvé des descendants, mais collatéraux d'Henriette de Lille au Mexique. Et il y a une des descendantes, je pense, de son frère qui lui ressemble, mais c'est sidérant à quel point cette femme ressemble à son ancêtre. Il y a quelques questions qui sont venues dans le chat aussi. Le créole louisianais est-il compréhensible par les créolophones des Antilles? Je vais répondre rapidement et laisser mes autres collègues répondre également. Mais je pense que le problème de communication entre les créolophones louisianais et ceux des Antilles, c'est une question de distance et d'évolution des langues, parce que c'est une question d'exposition de parce que les créolophones louisianais, pour la plupart, ont été complètement isolés des autres créolophones depuis des décennies, voire des siècles, et parce que, faute de pratique, communiquer avec les créolophones d'ailleurs est un peu difficile aujourd'hui, tout simplement parce que il n'y a pas d'exposition à ces variétés de créole. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire un petit truc? Oui, je peux dire que les langues créoles à base lexicale française se sont développées dans les mêmes conditions, mais je veux insister que le français, le créole louisianais s'est développé en Louisiane sans une grande influence des langues créoles d'autres régions. Et cela dit, les créolophones ne se comprennent pas forcément, mais il y a quelques expressions qui sont similaires. Par exemple, je peux dire en créole louisianais « qui l'air lié », quelle heure est-il? Et c'est très similaire aux expressions dans les Antilles, par exemple en créole haïtien, « qui l'air lié ». Voilà. Très bien. Une autre question que je viens de... Émilie, je pense, a posé une question au sujet des autochtones, des Amérindiens. D'après ce que moi j'ai pu trouver, il faut se rappeler que c'était les colons qui écrivaient l'histoire des Amérindiens, des observations.
Donc, il n'y a pas de traces écrites des Amérindiens eux-mêmes. Comment les Amérindiens auraient raconté leur rapport avec les colons français, espagnols et autres en Louisiane, on n'a pas de moyen de savoir. Mais on sait par la tradition orale, par exemple, des Houmas, et d'autres groupes qui sont maintenant plutôt francophones, que les rapports devaient être plutôt bons, bien, mais c'est la tradition orale. Clint, toi, tu as travaillé avec les Houmas sur un livre. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je, étant si intéressé par le livre de Désiré Martin, j'hésite toujours à dire qu'on n'a pas accès à ces perspectives-là. Parce que c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps, que, oh, il n'y a pas vraiment d'écrits des Cadiens. Et en fait, quand on commence à creuser, on trouve plein de petits textes dans les journaux, et tu sais très bien ça, Joseph. Donc, bon, des traces écrites, est-ce que c'est privilégier une certaine forme de conservation de la pensée des générations antérieures? Oui, certainement. Il y a absolument, on peut très bien avoir la perspective des Autochtones qui ont entendu les récits de leurs grands-parents. On peut aller les voir ou on peut les inviter. Et d'ailleurs, les Houmas ont de très bonnes relations avec le consulat de France à la Nouvelle-Orléans. Il y a parfois des échanges comme ça. Donc, oui, c'est ce que j'ai à dire, c'est-à-dire qu'il y a des Houmas qui écrivent aujourd'hui, et même s'ils n'ont pas nécessairement accès à des correspondances écrites, il y a quand même beaucoup de traces documentaires. Et il ne faut pas oublier non plus qu'une de nos sources principales pour avoir la perspective écrite, on va dire ça comme ça, une perspective documentaire des personnes marginalisées, c'est quand même tous les documents juridiques, hein, les procès, tout cela. Ouais. Donc, ça, si je pense, par exemple, aux différentes causes juridiques qui ont été intentées autour de l'expropriation des terres. Il y a beaucoup de traces de ça dans les communautés autochtones dès le début du 19e siècle. Tous les traités, les échanges avec les autorités. Donc, moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En histoire, souvent, il suffit de commencer à chercher et on trouve. Excellente réponse. Merci de d'avoir remis les pendules à l'heure là-dessus. Merci beaucoup. Autre question, qu'est-ce que j'ai vu? Je pensais en avoir vu une autre quelque part. Voilà. Non, c'est juste des commentaires. Il y a d'excellents commentaires dans le chat et je vois que vous aussi, vous avez répondu à quelques-unes des questions et répondu aux commentaires également. Nathan, pour ces questions de létiche, est-ce que, parce que moi je suis intéressé un petit peu par cela également, est-ce que tu peux dire exactement où en Louisiane tu as trouvé cette référence? À Pombro. Au Pombro, d'accord. Et à Lafayette. À Lafayette. Parce que, donc, si ce mot est venu avec peut-être le dernier groupe d'Acadiens vers 1785, mes propres ancêtres étaient de ce groupe aussi, parce qu'ils avaient passé 25 ans à Saint-Malo après avoir été déportés d'Acadie. Mais eux sont allés dans ce qui est maintenant la paroisse de West Felician à Grand-Écort, qui a été détruit par un ouragan peu après leur arrivée. Mais je me demande si, est-ce que chez les Acadiens ou les descendants des Acadiens qui sont descendus par la suite dans la paroisse de Baton Rouge-Ouest, est-ce qu'il se peut que ce mot soit utilisé ou ce conte soit connu dans cette région? Je ne sais pas. Ça, c'est intéressant. Oui, je n'ai pas trouvé beaucoup d'attestations, mais et là encore, la définition, le sens original est complètement perdu parce que
je pense qu'en Normandie, la raison pour laquelle c'était conçu comme l'âme d'un enfant mort sans être baptisé, c'était parce que les laitiches ont tendance à se déplacer comme dans des foules tout en même temps. Et de loin, ça donne l'impression d'un nuage blanc. D'accord. Mais en Louisiane, évidemment, on n'a pas de laitiche et c'était juste comme un peu comme un fantôme ou une nuée. Mais je pense que ça a même perdu son sens d'être animal. Tout simplement, c'est juste comme un nuage. C'est très intéressant. Et aussi, je reviens à cette question de comment ces contes ne se transmettent plus. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de la perte de ces langues françaises et créoles, que ces contes ne se transmettent plus, ne se connaissent plus? Ou est-ce que c'est plus général chez les anglophones et aussi chez les francophones et les créolophones que ce genre de contes ne se transmet plus? Oui, c'est une question pour moi, Joseph. Oui. Oui. Ou juste une réflexion générale pour tout le monde. Oui, j'ai beaucoup pensé, surtout pour l'épilogue l'épigraphe de mon livre, quel est l'état actuel du conte en Louisiane. Et je pense qu'avec la langue, il y a tout aussi le système, pas le système, mais la notion morale aussi qui s'est perdue parce qu'il y a tellement de nuances à propos des leçons. Par exemple, on prend le conte du fin voleur. Comment est-ce qu'on va dépeindre le voleur comme le héros? C'est très subtil. Il y a toute une négociation que le conteur va faire pour te faire comprendre que c'est pas le méchant dans l'histoire, c'est le héros, mais il y a un roi méchant et donc c'est compliqué. Avec la langue, ça aussi, ça se perd. Et ce que moi je trouve, c'est que les personnages qu'on a vraiment maintenus et qu'on voit encore dans les livres d'enfants, par exemple, ce sont les personnages qui ressemblent plus aux figures qui font déjà partie de la culture américaine en général. Donc, par exemple, Brer Rabbit, Bouki Lapin, ça n'a pas besoin d'explication parce qu'on le connaît déjà, ou une grande partie des gens connaissent déjà Brer Rabbit. Rougarou, pareil, même si ce n'est pas un loup du tout en Louisiane, moi, je n'ai jamais trouvé d'exemple où c'est littéralement un loup. C'est dépeint, c'est représenté comme ça parce que pourquoi? Tout le monde connaît déjà le loup-garou comme loup. Donc, ça n'a pas besoin d'explication. Donc, je pense que c'est surtout là où on trouve la continuation de ces traditions. C'est là où ça rejoint ce qui n'est pas différent, ironiquement. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais c'est un constat que j'ai fait en regardant un peu ce qui se passe ces jours-ci. Merci beaucoup. Lawson, de tous les personnages que tu dépeins dans tes visites, qui est la femme la plus intéressante pour toi? Quelle est l'histoire que tu préfères? Quelle est ton histoire préférée à raconter aux visiteurs? C'est très difficile de choisir entre toutes ces histoires. Et tu veux que je parle d'une femme? D'une femme, d'un homme, qui est le personnage pour toi le plus intéressant et qui surprend, et dont l'histoire surprend le plus les visiteurs? En fait, c'est une personne qui n'existe pas vraiment. C'est l'histoire de Dahlia. Je parle un peu de ce personnage créé par Sidonie de la Houssaye, auteur du 19e siècle. Et Dahlia, je pense que sa vie, la vie de ce personnage représente le plus la Louisiane et les complexités des distinctions de classe et de race qui existaient au 19e siècle surtout. Mais brièvement dit, elle est femme de couleur libre, Dahlia. Son père est espagnol, sa mère une femme de couleur libre. Elle est envoyée à Baltimore
où elle a reçu une éducation dans une pension gérée par des bonnes sœurs. Elle retourne à la Nouvelle-Orléans à 18 ans, comprenant pas bien cette société, sachant pas qu'elle était noire, entre guillemets, de couleur. Et donc, un jour, quelqu'un lui rappelle sa station, sa classe sociale. Et bien qu'elle soit très riche, ayant hérité la fortune de son parrain, elle est toujours inférieure aux élites. Et c'est à travers les expériences d'Adalia que Sidonie de la Houssaye explique les complexités de race et d'identité en Louisiane. Donc, j'aime bien raconter un peu de cette histoire sans ruiner l'intrigue pour les lecteurs. Non, Sidonie de la Houssaye, c'est vraiment une écrivaine qui mérite d'être connue d'un plus grand public en français. Je pense que quelques-unes de ses œuvres ont été aussi traduites en anglais. Il y a Émilie qui pose une question qui dit, peut-être avant de nous quitter, si l'histoire est racontée en anglais, blablabla, comment faire passer le point de vue francophone au plus grand nombre? Oh là, ça c'est, moi j'y pense tout le temps parce que moi je suis impliqué non seulement du côté tourisme, je fais un peu de tout et faire comprendre cette histoire au plus grand nombre de Louisianais reste un vrai défi parce qu'il y a énormément de sensibilisation et énormément de rééducation à faire parce que, bon, je l'ai déjà un peu articulé comme ça, se désassimiler fait peur parce que en quelque sorte, ça remet en question tout ce qu'on a toujours appris, tout ce qu'on a toujours cru. Donc, si tu dis à une personne de 75 ans qui parlait français enfant que tout ce qu'il a appris, tout ce que sa mère, sa grand-mère lui a dit, a été projeté dans une perspective ou avec un objectif de l'assimiler, de le faire oublier sa langue, sa culture, de l'américaniser, c'est déstabilisant. Et donc, il y a énormément de psychologie là-dedans. Notre défi à nous tous, en tant que Louisianais qui avons réacquis le français, réacquis le créole, comment est-ce qu'avec un plus grand nombre de personnes, peut-on s'asseoir autour d'une table réunie, blancs, noirs, autochtones, avec l'objectif de la langue française, de la langue créole, au centre de la conversation, sans apporter avec nous cette question de ségrégation, de racialisation, parce qu'il y a un bagage assez lourd de tout cela en Louisiane. C'est ça notre défi, c'est de comment surmonter cela pour pouvoir avoir ce genre de discussion où l'on parle tous de représentation, de diversité, où l'on reconnaît que, comme Clint l'a dit, tu compares 50 000 Africains et 3 000 Acadiens, et quand l'histoire que l'on nous enseigne est focalisée sur les Acadiens, sans mentionner du tout ces Africains qui parlaient français, qui parlaient créole, comment est-ce qu'on peut avoir une conversation juste et représentative et juste à ce sujet? Pour moi, c'est ça plutôt le défi que nous avons tous. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a des Africains, mais il y a aussi des Allemands qui ont fait des contributions extraordinaires à l'agriculture de la Louisiane, des Italiens
certains d'entre eux se considèrent comme créoles aussi et ils sont complètement ignorés, oubliés. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Et Clint, pour cette question, quand tu dis, bon, tu es en Acadie, ok, c'est connu un petit peu ou reconnu un peu comme le berceau ou la génitrice de la culture francophone de la Louisiane. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Chez les Acadiens au Maritime du Canada, quand tu leur racontes cette histoire, comment est-ce qu'eux, ils réagissent? Ben, merci pour la question parce que je l'ai faite à plusieurs reprises et les réactions sont variées. Et donc, il y a une gamme, il y a des personnes, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement d'ouverts esprit en Acadie, qui ont voyagé en Louisiane et qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils voient. Donc, des attitudes racistes, ça les choque. Ils essayent un peu de comprendre le paysage, je vais dire. Et puis, donc, quand ils apprennent un peu plus sur l'histoire des contacts entre les différents groupes, ils se disent, voilà, d'accord, ça explique des choses, hein, ça explique des choses. Et il y en a, donc, le groupe acadien au Canada est un groupe minoritaire qui se conçoit comme une minorité ethno-linguistique avec des droits à défendre. Et une identité à protéger, si je peux dire. Et donc, ils sont beaucoup plus enclins à s'identifier à d'autres minorités. Et donc, en arrivant en Louisiane, ça les blanchit en quelque sorte. Hein. Ça fait d'eux des Blancs, comme ils ne le sont pas de la même façon ici. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs au Maritime, il y a des Noirs en Nouvelle-Écosse depuis le 18e siècle et même avant, mais ils ne sont pas des Blancs dominants forcément ici. Oui, ils l'étaient surtout pas, disons, avant, 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, et il y a des gens que cette histoire choque carrément parce qu'ils se disent, nos ancêtres avaient été déportés, comment est-ce qu'ils ont pu acheter des esclaves? Il y avait quelques esclaves ici, à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Alors, il ne faut même pas aller en Louisiane pour chercher des Acadiens qui ont tenu des gens en esclavage. Il y en avait au Canada, pas énormément, mais ça a existé. Donc, il y a des gens qui sont vraiment choqués et déçus même. J'ai entendu des attitudes de déception par rapport à leurs ancêtres, même si c'était des gens percés en Louisiane qui ne seraient pas les ancêtres des Acadiens ici, mais ils les voient un peu tous comme leurs ancêtres. C'est très intéressant. Donc voilà, donc il y a toute une gamme entre ces deux pôles-là. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. Mais je pense que nous avons dépassé notre temps pour ce webinaire ce soir, juste un petit peu, mais comme je l'ai dit en introduction, nous pourrons discuter de cela pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc peut-être, Émilie, on pourrait envisager de revenir à ces questions prochainement, un jour, pour creuser encore ces questions très intéressantes. Donc merci encore de nous avoir invités à avoir cette discussion ce soir. Merci Clint, merci Lawson, merci Nathan de tous vos apports à ce webinaire et à Joseph Ponce évidemment pour la partie technique et Émilie, je te passe la parole pour clore la réunion. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour leurs apports très renseignés, très scientifiques et justement vos points de vue complémentaires sur ces sujets. Merci beaucoup à toi, Joseph, pour avoir de main de maître réussi à jongler justement entre ces approches différentes et réussi à nous faire vivre un petit peu justement tous ces enjeux de l'histoire et de la manière de raconter cette histoire. Donc, je pense que le message qui passe ici est vraiment que l'histoire louisianaise
est complexe, qu'elle est diverse et que c'est important de la lire bien sous cet angle. Donc merci encore à vous trois, à vous quatre, pardon. Je rappelle encore une fois que nous continuons la semaine prochaine avec le webinaire sur les langues, donc une approche davantage linguistique. La semaine suivante sur les cultures et d'un point de vue plutôt des artistes et des acteurs culturels louisianais. Et nous finirons la dernière semaine du mois de mai avec un webinaire sur les enjeux politiques. Donc je pense que ce sera un moment parfait pour prolonger les échanges qu'on avait à la fin de cette séance. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à mon collègue, effectivement, Joseph, pour toute la partie technique et pour le back-office. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci encore. Au revoir.